Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 9 mars. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. On est parti pour décortiquer l'actualité très chargée de cette semaine. Et pour la première actu, on reste en Europe où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan massif de 800 milliards d'euros pour réarmer le continent et soutenir l'Ukraine. Alors l'initiative baptisée Rearm Europe se décompose en 5 axes. Le premier est l'assouplissement des règles budgétaires, c'est-à-dire que les États membres pourraient dépasser la limite actuelle de 3% du PIB de déficit public pour financer leurs dépenses militaires. En clair, Bruxelles leur permettrait d'ajouter 1,5% de PIB en dépenses de défense sur 4 ans. Traduction, 650 milliards d'euros libérés pour l'armement. Le deuxième axe est un fonds de 150 milliards d'euros. En clair, c'est un nouveau mécanisme de prêt qui serait mis en place pour aider les États membres à financer des investissements ciblés dans leur industrie de défense. Et contrairement à une mutualisation de la dette, ces prêts seraient optionnels, évitant ainsi le veto des Pays-Bas et des pays opposés à une dette européenne commune. Ensuite, le troisième axe serait une réorientation des fonds européens. En fait, Bruxelles propose d'autoriser les États à utiliser une partie des fonds de cohésion, qui est normalement destinée au développement économique des régions les plus pauvres, pour des projets liés à la défense. Le quatrième axe faciliterait le financement du secteur privé. En fait, un mécanisme baptisé Savings and Investment Union aiderait les entreprises du secteur de la défense à lever plus facilement des capitaux sur les marchés financiers. Enfin, le cinquième et dernier axe consisterait à une levée des restrictions de la Banque européenne d'investissement. Car en fait, jusqu'ici, cette banque n'autorisait le financement que de projets à double usage, civil et militaire. Désormais, elle pourrait inclure des équipements militaires et policiers, bien que pour l'instant, les armes et les munitions restent exclus. Plus globalement, l'annonce de ce plan intervient alors que Donald Trump a confirmé son pivot géopolitique. Washington pousse pour une négociation de paix avec Moscou et laisse entendre que l'aide à l'Ukraine ne sera plus une priorité. Donc pour l'Europe, le message est clair, se préparer à une guerre plus longue sans le soutien américain. Pour la deuxième actualité, on traverse l'Atlantique où Trump a fait marche arrière sur les taxes mexicaines et canadiennes. Concrètement, voici ce qui change. Premièrement, l'exemption canadienne s'étend jusqu'au 2 avril et concerne les biens respectant les règles du traité ACUM, qui est en fait un accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ensuite, les taxes sur le potasse, qui est un engrais clé pour l'agriculture américaine, passent de 25% à 10%. Et enfin, le Mexique, de son côté, salue une coopération avec des résultats sans précédent, après que Trump a également mis en pause les sanctions commerciales contre le pays. Alors, ce revirement de situation intervient alors que le Mexique et le Canada montaient en pression. De son côté, Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, menaçait d'annoncer des mesures de rétorsion, alors que le Mexique risquait la récession, étant donné que 80% de ses exportations dépendent des États-Unis. Si Trump s'est montré conciliante avec la présidente mexicaine, il n'a en revanche pas mâché ses mots contre Justin Trudeau, l'accusant d'instrumentaliser la crise pour prolonger son règne politique avant son départ du gouvernement. Alors pour l'instant, Trump donne du répit, mais le sursis d'1 mois ne règle pas la question de l'avenir du commerce nord-américain. En tout cas, ce qui est clair, la rhétorique de Trump commence à être bien cernée par ses partenaires, c'est-à-dire des annonces fracassantes dans un premier temps, ce qui lui sert de faire levier dans les négociations après. Pour la troisième actualité, on reste aux États-Unis où Elon Musk a perdu 135 milliards de dollars de patrimoine. Alors plus précisément, depuis le 17 décembre dernier, le patron de Tesla a vu son patrimoine passer de 486 milliards à 351 milliards de dollars et sa fortune a même fondu de 81 milliards rien que depuis le début de l'année. Alors ce déclin s'explique avant tout par la chute de Tesla en bourse, avec une baisse de quasiment 30% depuis le début de l'année, faisant passer la capitalisation de l'entreprise sous la barre des 900 milliards de dollars. Alors cette baisse de Tesla s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la marque souffre des ventes décevantes en Europe, avec une baisse du nombre d'immatriculations de 45,2% en janvier. Elle s'explique aussi par l'arrivée massive de constructeurs chinois comme MG Motor et BYD, mais aussi du soutien de Musk au parti d'extrême droite allemand, l'AfD, pour les élections législatives en Allemagne, un virage politique qui a donné envie à de nombreux propriétaires de Tesla de se séparer de leurs véhicules par idéologie, et les analystes pointent également du doigt l'implication croissante de Musk dans son département de l'efficacité gouvernementale, qui a pour but de sabrer dans les dépenses publiques américaines, qui détournerait donc beaucoup trop le patron de Tesla de son entreprise. Mais au-delà des choix stratégiques d'Elon Musk, la politique économique de Donald Trump pourrait aussi jouer contre lui, entre le retour en force du pétrole, la hausse des droits de douane et la montée des tensions commerciales avec la Chine et l'Europe.
Tesla semble pour l'instant avancer avec des vents contraires en 2025. Pour la quatrième actualité, on revient sur le sol européen où la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux directeurs de 0,25 points ce jeudi. Alors pour la sixième fois d'affilée depuis juin 2024, la BCE a décidé de baisser ses taux directeurs d'un quart de point, ce qui laisse entrevoir une nouvelle baisse des taux de crédit immobilier. Car en effet, les banques commerciales se financent en partie auprès de la BCE. Lorsque la BCE diminue le taux auquel elle leur consent ses financements, les banques commerciales répercutent directement cette baisse sur les taux de crédit immobilier. C'est donc en bonne partie grâce aux 6 baisses des taux de la BCE en moins d'un an sur fond de ralentissement de l'inflation que le taux moyen des crédits immobiliers a diminué d'un point au cours des 12 derniers mois en passant d'environ 4,2% à 3,2%. Et comme l'explique Caroline Arnoux, directrice générale du courtier CAFPI, je cite, « Une baisse d'un point de taux de crédit, cela représente 30 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire dans le cas d'un emprunt de 200 000 €. Plus globalement, si pour de nombreux professionnels du secteur, les taux devraient graviter entre 2,5% et 3% d'ici la fin de l'année, un bon nombre d'entre eux restent néanmoins sceptiques. En cause, un risque de hausse du taux de l'obligation assimilable du Trésor à 10 ans, qui est pour faire simple le taux auquel la France emprunte sur les marchés financiers, et ce taux constitue en fait l'un des principaux éléments sur lesquels les banques se fondent pour établir leur taux de crédit immobilier. Et ce taux a bondi cette semaine dans un contexte géopolitique des plus incertains et de crainte d'une remontée de l'inflation avec les mesures protectionnistes de l'administration Trump. Et donc à la fin du bal, une hausse continue de l'OAT à 10 ans pourrait contrebalancer l'effet de la baisse des taux directeurs sur les taux de crédit immobilier. Et pour la dernière actualité, on repart aux États-Unis où les licenciements bondissent de 245%. C'est tout simplement du jamais vu. Depuis la crise des subprimes de 2008 et la période Covid, les suppressions d'emplois ont atteint le nombre de 172 017 personnes, soit une progression de 245% en un mois, selon le cabinet Challenger Gray & Christmas. Et il s'agit en fait de la plus forte augmentation enregistrée en février depuis la crise financière de 2008, et en variation annuelle, la progression atteint tout de même 103%. Alors plus concrètement, le gouvernement fédéral est responsable d'une part importante de ces licenciements. Challenger a dénombré 62 242 suppressions de postes au sein de 17 agences gouvernementales. Washington est la ville la plus touchée avec 61 795 emplois perdus depuis le début de 2025 contre seulement 60 sur la même période l'année dernière. En fait, cette tendance est la conséquence directe des actions du département d'efficacité gouvernementale dirigé par le milliardaire Elon Musk et qui est au centre des réductions de dépenses publiques massives. Son action s'est traduite par des gels de financement, des coupes budgétaires drastiques et le licenciement de milliers de fonctionnaires comme des scientifiques et des gardes-chasse. Et l'administration Trump justifie ces mesures par la nécessité de réduire la taille d'un gouvernement jugé, je cite, empâté et dépensier. Par ailleurs, les conséquences indirectes des politiques du Doge, telles que la réduction des financements d'organismes à but non lucratif, ont entraîné 894 licenciements supplémentaires. Selon le cabinet, des licenciements significatifs ont également été observés dans le commerce de détail, la technologie, les services et les produits de consommation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.